plusieurs des idées qui n'étaient pas sur la carte parce qu'on a pris celles qui ressortaient le plus fréquemment ou le plus souvent. Mais elles vont toutes être consignées dans la synthèse qu'on va faire de tout ça en bout d'exercice au mois de décembre. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est s'il y a des gens qui veulent revenir sur des sujets, par exemple, comme pourquoi certaines personnes veulent carrément éliminer les écoles privées, ou s'il y a des idées ou des sujets qui ne sont pas ressortis dans ce qu'on a fait ici, dont vous aimeriez discuter ou pour lesquels vous aimeriez peut-être argumenter avec ceux qui viennent de l'autre part. Dans cette période, inquiétez-vous pas, vous ne serez pas soumis au vote j'aime ou j'aime pas. Non. Donc, qui avait voté pour l'élimination, par exemple, des écoles privées, pure et simple? Justifier ça. Je vais essayer de justifier à brûle pour point comme ça, mais en fait, moi j'ai étudié plus le domaine de la sociologie. On sait que plus il y a d'inégalités sociales, en fait, plus il y a de criminalité, plus il y a de problèmes sociaux, plus il y a de problèmes de santé mentale. On pourrait développer là-dessus. Bon, je me dis, au niveau d'une école, par exemple, une école secondaire, c'est pas tellement dramatique qu'il y ait des écoles privées, c'est pas tellement là l'enjeu. C'est quand on arrive à un niveau universitaire, par exemple, si on pense à la compétition entre les universités aux États-Unis, on sait que c'est ceux qui ont les parents, probablement, ou les héritages les plus importants qui peuvent se payer les éducations les plus intéressantes. Donc, on est déjà en train de rehausser le clivage entre les plus riches et les plus pauvres depuis de nombreuses années. Je pense que ce que ça ferait, c'est que ça permettrait du moins de mettre un petit frein à ça. Donc, c'est davantage des études supérieures que le primaire ou le secondaire. Oui, par contre, je pense que c'est plus pour les études supérieures. Est-ce que tout le monde avait compris ça pour les études supérieures? Parce que dans le vote, il y en avait quand même pas mal. Puis est-ce qu'il y en a qui pensaient éliminer les écoles privées au primaire et au secondaire aussi? Oui. Pourquoi? Dans ma question, ça incluait toutes les écoles privées. Et là-dessus, je me questionne beaucoup parce que, à moins d'avoir fait les deux systèmes ou d'avoir lu énormément, pour moi, c'est très difficile de choisir. Je peux comparer juste avec ce que je connais. Et je connais le privé. L'éliminer, pour moi, je ne vois pas la raison, mais honnêtement, je ne connais pas le système public au niveau secondaire. Voilà. Moi, je crois que le problème n'est pas nécessaire. C'est pas le fait qu'il y ait des écoles privées ou des universités privées versus ces universités publiques, c'est surtout la valeur que chacun d'entre nous, on donne à un diplôme de Harvard versus un diplôme de l'UQAM. Si les deux ont étudié en sociologie ou en géographie, les deux devraient avoir la même valeur. C'est juste qu'il y en a un qui a décidé qu'il voulait payer 20 000 par session, mais en fait, on vit en 2016, puis toutes ces informations-là qu'on voit, qu'on apprend à l'université, moi j'ouvre Google, puis je les ai. Je veux dire, l'université elle me donne un diplôme, que je le paye 5 ou 150 000 je crois qu'il y a beaucoup de recherches qui se font dans ces grandes universités-là, évidemment. Mais le problème, c'est surtout au niveau individuel, la valeur qu'on attribue à un diplôme d'Harvard qui n'est pas supérieur à un diplôme d'université ou d'un collège public aux États-Unis. Le problème, c'est que le marché valorise, va donner un salaire beaucoup plus élevé aux gradués d'Harvard pour les mêmes cours que quelqu'un a fait à l'Université Laval ou à l'UQAM. Donc, c'est un changement profond de système qu'il faudrait faire pour en venir à cette égalité-là. C'est quoi le système qui est biaisé, c'est notre vision, notre mentalité. Je m'excuse, mais moi, si j'ai bien compris, si c'est pas ça, ben on a le vote vaut rien. C'est que quand on a parlé de subventions publiques aux écoles privées, on parlait du primaire secondaire. Oui. En gros, il n'y a pas d'université privée au Québec. C'est pas compliqué, il n'y en a pas. Je pense pas qu'on en crée demain matin, ou on ne parle pas. Ils sont subventionnés, les universités publiques sont subventionnées par le gouvernement ou les chaires de recherche, les compagnies, Bombardier, etc., les compagnies de plus en plus. Ça se résume à ça, je pense. Je pense que c'était plus dans le concept général, si les universités étaient privées ou non. C'est plus le concept général que ça ne devrait pas être privé, l'éducation, finalement, si j'ai bien compris. Bien, c'est pas que ça devrait être seulement public, c'est que un ou l'autre ne devrait pas avoir devrait pas être plus favorisé que l'autre. Les deux voient la même chose. Puis toutes
informations-là sont disponibles. Que j'ai un diplôme d'Harvard ou non, je peux être tout aussi compétent sur une question X. Il s'agit d'avoir... À la limite que tu aies un diplôme tout court ou non? Oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait... Mais si tu étais un patron d'entreprise, embaucherais-tu quelqu'un qui a une preuve qui sait quelque chose ou quelqu'un qui te dit qu'il l'a appris sur Google? Non, évidemment. Est-ce que j'engage quelqu'un qui vient de Harvard plutôt que quelqu'un qui vient de l'Université Laval? Ben, les deux ont vu la même chose. Ouais. Moi, être un patron, je refuserais. Si quelqu'un qui est de Harvard qui dit qu'il veut être plus payé que son collègue de l'Université Laval, je dirais, ben, Je vais me faire l'avocat du diable, puis un peu parce que je suis en désaccord avec ça. Je pense que oui, toute éducation devrait être valorisée, puis je pense que oui, il y a une trop grande marchandisation de l'éducation. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut mettre un bémol par contre. De dire que le diplôme de Harvard vaut moins que celui du CAM, je ne dis pas que je veux l'encourager. Mais le professeur émérite qui est à Harvard, qui est payé 1 million par année, il n'est pas payé 1 million par année pour rien. Si moi, qui ai un bac de maîtrise, je me pointe à Harvard et je dis je veux enseigner la politique, ils vont probablement me regarder et rire de moi. Je ne dis pas que le diplôme que moi j'ai eu ici, dans une université que j'ai adorée, j'ai fait mes études à Sherbrooke, n'est pas bon. Je dis que oui, il y a une recherche d'excellence à Harvard qui fait en sorte que peut-être qu'une raison pour laquelle ce diplôme-là est survalorisé. Par contre, là où j'ai un problème, moi, c'est pas que ça soit privé ou c'est pas que les gens puissent y aller. C'est que ça soit inaccessible à d'autres. Puis de dire que parce que moi, mettons quelqu'un aux États-Unis qui aurait la compétence d'aller à Harvard puis d'avoir ces professeurs-là qui sont exigeants de ces cours-là, que les gens n'en dorment pas pendant des semaines et voire des années pour faire sur leur cours, ne peut pas y accéder parce qu'il n'y a pas les moyens. Là, j'ai un problème. Mais j'ai pas de problème à ce que l'éducation, tant qu'elle n'est pas financée par l'État, soit privée. Si vous voulez donner un programme particulier qui est bâti pour vous, par vous, parce que vous avez une idée différente, fine, c'est comme une business. Lance-toi, tu as envie de faire quelque chose de différent. Mais c'est pas l'État qui va te supporter. Mais je vois pas pourquoi on les empêcherait de le faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'écoles techniques qui sont privées aussi. Des écoles de camionnage, des écoles d'ingénieurs de son, de musique technique, etc. Donc, il y a beaucoup d'écoles techniques, donc, qui donnent des diplômes autres qu'universitaires, qui sont privés en ce moment. Et ça coûte cher y aller, mais on a un emploi souvent garanti en sortant. Donc, ce serait tout un système à revoir. Au niveau des écoles privées, même au niveau du primaire ou du secondaire, si on arrêtait complètement le financement, est-ce que ça deviendrait des écoles complètement élitistes? C'est une possibilité, quoique c'est déjà vu comme des écoles élitistes un peu, surtout celles qui font de la sélection. En fait, il y a des gens qui disent qu'on pourrait continuer à les subventionner publiquement, mais si la sélection est complètement enlevée. Donc, si une école privée sur un territoire, elle accepte les étudiants qui vivent autour. Et ça, les écoles privées sont un peu contre, parce que, en tout cas pas toutes, mais en général, sont un peu contre parce qu'elles veulent avoir des étudiants qui suivent le programme. Et, en fait, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des écoles, c'est assez généralisé, des écoles privées qui ont des étudiants qui performent bien, et les étudiants qui demandent beaucoup plus de spécialistes ou de soins particuliers se retrouvent au public, ce qui met une charge encore plus grande sur les enseignants au public. Et le taux de burn-out, c'est sorti la semaine passée, je ne sais pas si vous avez vu, le taux de dépression nerveuse et de burn-out chez les enseignants et enseignantes est à des records, en fait. C'est une situation assez dramatique. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui ne sont pas sortis dans les... Oui. Vous avez dit que les statistiques sont en défaveur de l'école publique pour les dépressions, c'est en général. En fait, il y a un lien de causalité. Le fait que les étudiants en problème se retrouvent plus dans le réseau public, ça met un poids plus, c'est ça, ça met un poids plus grand sur les enseignants du public. C'est pas qu'ils sont moins bons. Ouais. Le lien de causalité, il faut le faire du bon sens. C'est parce qu'ils ont beaucoup plus de charges et de travail qui sont plus... Jean-Martin, si l'école publique avait plus de moyens, que les écoles privées auraient plus sa raison d'être. Bien, ça, c'est une partie de l'argument aussi. Donc, si tout l'argent public qui va au privé était tout au public, peut-être que les écoles publiques seraient pas mal meilleures et que les gens n'auraient pas envie ou ne verraient pas le besoin d'envoyer leurs enfants privés. Comme en Ontario. C'est théorique. Comme en Ontario. Les deux réseaux existent encore en Ontario, mais ils ne sont pas financés par le public. C'est ça la différence. Est-ce qu'il y avait d'autres thèmes qui n'étaient pas ressortis? Oui. Donc, on a plusieurs adultes qui ont l'air d'avoir du fun à vouloir décider pour les autres, là, les enfants. Et puis moi, j'aime mieux une société dans laquelle, idéalement, chacun décide pour lui-même.
Puis ça pourrait, pour les enfants aussi. Et comment ça se traduirait? Ah là, par exemple, je ne dis pas que j'ai des solutions, mais s'il y a un taux de dépression, là, il y a un signe que je veux dire, qu'il y a des personnes qui ne sont pas libres, là, en tout cas intérieurement. Mais là, je n'ai pas nécessairement des solutions, mais c'est que la compétition là, dans laquelle les gouvernements nous mettent, là, les uns contre les autres. Là. Ouais. Puis ça, que ce soit les arts, la musique, en tout cas, une société dans laquelle les gens très jeunes commenceraient à décider pour eux autres mêmes, au lieu que ce soit toujours les vieux là, qui commencent. Moi, j'aimais pas ça quand j'étais enfant, là, les vieux qui décident les écoles devraient être ci, devraient être ça. Ils ne sont même pas dans l'école. Ça pourrait être les enfants qui décident de qu'est-ce qui va se passer dans l'école. Puis ce débat-là est venu au printemps érable, surtout à le collège, c'est le nom à la fin, là, au mois de mai, là, le collège. Voyons, là, le nom du. En tout cas, Monseigneur Groux, là, ça doit faire le même. Lionel Groux, c'était toujours la question. Les professeurs et les étudiants veulent décider qu'est-ce qui se passe dans la bâtisse. Ouais. Mais là, ils sont arrivés avec les polices. Non, c'est le gouvernement qui décide ou le ministère. Ça m'a choqué, là. C'est ça. Okay. Mais ce que vous dites que les étudiants pourraient décider davantage, même au primaire, c'est un peu le principe dans les volets alternatifs. Il y a des volets alternatifs, en fait, chez nous, c'est PhD, je pense que ça existe. Donc, les enfants décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire dans la journée. Évidemment, ils sont encadrés, puis il y a certaines normes, mais ils décident eux-mêmes du plan, ils votent sur ça va être quoi l'activité d'Halloween, c'est quoi la prochaine sortie. Donc, ils ont beaucoup plus d'autonomie. La loi du ministère de l'Éducation serait peut-être à revoir là-dessus. Ce que ça dit, c'est que sur les conseils d'établissement, c'est seulement à partir du 2e cycle du secondaire qu'il doit y avoir des représentants étudiants. Le premier cycle n'est pas touché, puis le primaire non plus. Donc, ce serait peut-être de revaloriser les rôles. C'est pas dans toutes les écoles secondaires non plus que le 2e cycle est appliqué nécessairement. Il y a des conseils d'établissement qui décident de ne pas faire valoir le point aux étudiants du tout. Donc, ça serait de revoir ça. On va peut-être prendre une ou deux dernières interventions parce que le temps file, il est 9h30. Ceux qui veulent continuer à jaser, je suis sûr qu'il y a des débits de boissons pas loin ici. On va prendre une ou deux dernières interventions. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé, je pense, qui ont levé la main? D'éducation, je pense qu'on en a déjà quand même beaucoup abordé, puis il y a plusieurs autres thèmes. Puis nous, on avait le privilège d'avoir quelqu'un des Premières Nations à notre table, et je trouvais ça très important qu'on en parle ici. Et parmi les propositions qu'elle avait établies, qu'on a été tous d'accord d'ailleurs, c'était qu'il y ait des représentants des nations autochtones à l'Assemblée nationale, obligatoirement, ça je crois 2, 3, 4, c'est bon. Ça serait à décider, mais qu'il y ait obligatoirement c'est dommage qu'on ne puisse pas faire des jeunes ou j'aime pas, mais j'aurais aimé ça voir un peu la réaction de tout le monde par rapport à ça. Ça va avec la culture, en tout cas. Oui. En fait, une idée qui revenait de temps en temps, puis même avant les séances qu'on fait là, c'est qu'il y a une deuxième chambre pour le représentant. Qu'il y a une chambre élue comme on le fait en ce moment, parce que ça amène une certaine stabilité, c'est le seul avantage du système qu'on a, mais une deuxième chambre des régions. Donc, chaque région du Québec aurait des représentants un peu plus proportionnels. Et dans cette chambre-là, on pourrait mettre au moins, par exemple, au moins un représentant de chacune des 11 nations, des Premières Nations du Québec. Donc, il y a plein de formules qui sont suggérées, mais personnellement, moi, je verrais ça d'un très bon œil. Oui. Moi, j'aimerais ça parler d'un autre sujet, c'est la protection des produits locaux, consommation locale. Si dans notre région, beaucoup d'agriculture, et c'était plus une question pour toi, parce que tu as dit tantôt que le Canada est un pays d'exportation. C'est vrai. Ben, le Québec, oui. Sauf que moi, ce que je vois, puis ce que je comprends, puis je ne suis pas économiste, mais les traités internationaux, les accords de libre-échange, dernièrement, font très mal aux producteurs d'ici. On pense à ce qui a été signé de TTP, le Trans-Pacifique. On pense aussi à ce qui a été signé aussi, ce qui va rentrer en vigueur avec l'Europe. Oui, il y a des actions qu'on peut mettre en place au Québec pour protéger nos agriculteurs, pour favoriser la consommation des produits locaux. Mais je pense que les traités internationaux nous en mettent beaucoup
mettre beaucoup d'épines dans le pied, mettons. Puis j'aimerais juste entendre sur ça. Je pense que oui, on peut faire beaucoup de trucs de notre côté. Notamment, il y avait l'ASRA avant qui protégeait beaucoup la stabilisation des revenus. Ça a été tassé par le gouvernement du Parti libéral. Mais à part ça, ces petits pas-là qu'on peut faire, moi je pense que les traités internationaux présentement font plus de tort que de bien pour les producteurs. J'aimerais ça juste entendre. Ça, c'est indéniable que les accords globaux ne pensent pas du tout aux intérêts locaux. C'est les grands conglomérats qui souvent dictent les clauses principales dans ces accords-là. Et les produits agricoles sont tout le temps au premier plan touchés par ça. Par exemple, la gestion de l'offre. Dans chaque accord international que le Canada a signé, c'était toujours une monnaie d'échange. C'était tout le temps attaqué par l'autre partie qui voulait exporter son blé, quelle que soit la production ici. Dans l'accord actuel avec l'Europe, les gens qu'on a entendus le plus fortement, c'est les producteurs de fromage au Québec. Il y a peu de gens qui savent ça, mais au Québec, on fait plus de fromage qu'en France. On a plus de fromage produit ici en nombre qu'il y en a en France. Donc, on est devenu un petit peu la plaque tournante des fromages dans le monde, mais selon l'accord européen, les Français auraient un accès illimité, sans tarif, sans douane à notre marché. Alors, l'argument, c'est que nos producteurs vont pouvoir faire la même chose en Europe, mais ils sont 400 millions d'un bord, puis on est 8 millions ici. Donc, qui va gagner ça? Est-ce que nos producteurs vont immensément subventionner aussi quel autre bord? En Europe, ça, ils ont dû réduire un peu les subventions à cause de la politique agricole commune. Donc, ça aussi, ça avait fait des grandes manifestations à l'époque parce qu'il y avait la même dynamique qu'ici. Dans certains pays, il y avait un genre de gestion de l'offre qui avait dû être mis de côté pour être dans le marché commun. Donc, en général, les accords internationaux font très peu de place au local. C'est pour ça que les plus petits peuples, je ne parle pas du Québec parce qu'on n'est pas un petit peuple, mais les plus petits peuples s'opposent souvent à ces accords-là. Juste en termes de nombre, la raison pour laquelle je dis qu'on n'est pas un petit peuple, c'est pas philosophique. On est 8 millions au Québec. On est plus nombreux que la moyenne des pays, en fait. Il y a plus de pays qui ont moins de 8 millions d'habitants dans le monde que de pays qui ont plus de 8 millions. Donc, on est un peuple moyen en taille. Il y a encore des gens qui pensent qu'on est un petit peuple en nombre, mais on n'est pas du tout petit. Je veux juste dire, pour finir, on n'a pas parlé beaucoup, mais ça pour dire que quand on négocie des accords de libre-échange avec un pays qui pense peut-être plus aux producteurs de vin que l'Ouest, ça oui, mais je pense que c'est un argument un peu souverainiste, donc on va lui donner le micro. Non, il parlait du fait que quand les accords sont négociés avec des intérêts d'une autre région en tête, genre le bœuf ou genre le gaz, le sang bitumineux. Donc l'Europe ne veut pas du pétrole de l'Ouest canadien parce que c'est le pétrole le plus sale au monde, il y a très mauvaise presse, sauf que ça peut servir de monnaie d'échange dans un accord. Si tu veux nous vendre ton pétrole sale, il faut que nos fromages puissent aller chez vous. Donc quand le gouvernement pense plus aux électeurs de l'Ouest, et qui pense un peu moins aux électeurs où le fromage se produit, c'est sûr qu'un accord comme ça peut être signé quand même au détriment du Québec, à l'avantage de l'Ouest. Et là, je ne dis pas que le Canada le fait tout le temps systématiquement contre nous, mais le simple fait que certains des intérêts qui sont en tête du négociateur ne soient pas les nôtres, c'est pas l'avantage du Québec, c'est sûr. Parfois, ça donne qu'ils choisissent la même chose qu'on aurait choisi, mais souvent, c'est pas le cas. Et puis toi, qu'est-ce que tu en penses pour le Québec? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va être bon pour nous? Moi, ce qui me fatigue le plus dans cet accord-là, c'est qu'on substitue des cours, des législations qui existent déjà, que le peuple contrôle à travers les élections, entre autres, pour des tribunaux qui sont vraiment contrôlés par les corporations ou qui sont mis en place par des corporations pour leurs avantages. Puis c'est pas des gens qui se rencontrent le vendredi soir pour détruire le monde et dominer la planète. Je suis sûr que non. Mais par la force des choses, ça en arrive à un état de situation où les grandes compagnies internationales ont presque plus de pouvoir dans le marché ou la structure de la société que les États eux-mêmes. Et dans cet accord-là, ça va même pas plus loin que les accords précédents. Et le PTP est encore pire, en fait, en termes de tribunaux qui se substituent à des tribunaux qui existent déjà dans chaque pays. Donc, il faut vraiment faire en sorte que le gouvernement de chaque pays reprenne le pouvoir de légiférer et de structurer la société. Et c'est un peu un risque de ces accords-là. Je ne dis pas qu'il n'y a que du mauvais. C'est bien pour les producteurs québécois de pouvoir plus facilement vendre ce qu'ils font à l'étranger. Mais la contrepartie de ça, c'est que ça vient souvent avec des compromis à faire dans d'autres domaines qui sont pas toujours bénéfiques pour le Québec. Donc, on me fait signe comme ça, j'imagine que ça veut dire « ça va faire ». Donc, merci beaucoup tout le monde d'être venu ce soir. Votre temps est très précieux et vos idées sont précieuses, puis on a bien hâte de publier tout ça. Et comme je le disais aussi précédemment aux gens qui étaient ici, il va y avoir une petite plaquette qui va être faite, qui va résumer et synthétiser tout ça, mais on travaille à une façon de rendre public toutes les idées qu'on reçoit, dans un genre de projet à données ouvertes qu'on appelle, pour que tout ce qui se fait partout au Québec soit disponible à tout le monde.
Donc, on ne veut pas garder ça pour nous. Donc, ça va être fait. Et ça se termine au mois de décembre. Donc, la publication va venir pas longtemps après. Mais je vous remercie beaucoup pour votre temps, votre contribution. Ça vaut de l'or. Et on espère que ça va avoir une suite. C'est-à-dire que les gens qui sont en place en politique, partis actuels ou futurs partis, vont s'inspirer de ces idées-là. Parce que certaines idées fortes qui ressortent partout et qui ne sont toujours pas en place. Et ça revient à ce que je disais au tout début. On dirait qu'on est bon au Québec pour dire ce qu'on ne veut pas. Mais quand on dit des choses qu'on veut, ça prend un peu de temps à se réaliser. Donc, on espère que ça va contribuer avec autre chose, évidemment, à l'avènement de ces idées-là. Je vais terminer aussi en disant que ce projet-là est complètement bénévole. On vous remercie beaucoup de contribuer 10 $. Ça ne va pas dans les poches de qui que ce soit. C'est pour, en fait, c'est un genre de mutualisation parce que quand on va à Couchouac faire une samedi de cuisine, ça coûte plus que 10 $ se déplacer. Donc ici, ça coûte peut-être moins que la somme de vos contributions d'être venu ici, mais dans d'autres endroits, ça coûte beaucoup plus cher. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir contribué. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont un élan de générosité de fou ce soir en sortant, qui veulent faire un don à l'exercice, libre à vous de le faire, on ne sera même pas fâchés. S'il y en a qui veulent contribuer à ce qu'on puisse se déplacer partout, parce qu'il y a des ateliers de cuisine qui sont appelés dans le Grand Nord, autant qu'en Gaspésie et partout. Donc s'il y en a qui se sentent l'envie de le faire, la capacité, ça fera plaisir au projet. Mais un grand merci encore à tout le monde et au plaisir de se voir.